Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Pour ce 6e et dernier épisode, j'ai discuté avec Morgane de son vécu en tant que personne handicapée faisant partie de la communauté LGBTQ+. Et si nous avons l'air fatigués dans cet épisode, c'est parce qu'on l'est. Fatigués du validisme bien trop présent dans cette communauté. Un des nombreux sujets de cet épisode. On y parle aussi de l'histoire de la communauté queer et de ses liens avec la psychiatrisation, ou encore de Frida Kahlo. Est-ce que tu peux te présenter un peu ? Alors, je m'appelle Morgane, je suis une personne queer et handi. J'ai 26, non pas 26 ans, j'ai 36 ans et je suis un artiste, on va dire. Je fais plutôt des collages dont le but est de offrir une représentation et une visibilité pour les personnes handies. On est là aujourd'hui pour parler de la communauté LGBTQ+, quand on est une personne handicapée. Parce que à l'heure où on enregistre l'épisode, on n'est pas encore au mois de juin et ce n'est pas encore le mois des fiertés. Mais quand l'épisode sortira, on sera en plein dedans. Du coup, avant de parler de la communauté LGBTQ+, je voulais qu'on parle un peu de toi et de ton parcours avec ta queerness et comment t'as compris que t'étais queer. J'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup, encore de temps à m'en rendre compte. Mais je pense que pour moi, c'est assez logique en fait, en tant que personne handi, d'avoir mis autant de temps parce qu'en fait, j'avais ce bail-là à régler avant. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi comme pas mal d'entre nous, je pense, avec cette idée-là que j'étais un fardeau. Et du coup, il a fallu que je me batte plus que les valides pour être à peu près considérée. Et donc, pendant des années, j'ai vachement performé là-dedans, quoi, dans l'hétéropatriarcat, quoi. Genre, j'ai voulu vraiment me conformer à ce modèle-là qu'on nous impose, d'être le plus d'apparence valide possible, le plus cis possible, le plus hétéro possible. Alors que tu n'étais aucun des trois. Voilà. En gros, le petit résumé, c'était ça. En fait, non. Du coup, je me suis épuisée pendant longtemps jusqu'à ce que, en fait, j'en puisse plus, quoi. Enfin, j'étais épuisée de tout ça et en fait, j'ai commencé à m'intéresser un peu au féminisme qui m'a amenée vers Monique Wittig. Et clairement, Monique Wittig, elle a un peu changé ma vie, cette personne. Ouais. En fait, j'ai réalisé qu'il y avait un autre chemin possible. Et du coup, je me suis engouffrée là-dedans. Et c'était bien, et c'était la meilleure décision de ma vie. Ouais, je pense que le féminisme, ça a aidé pas mal d'entre nous à prendre de conscience de plein de choses. Bah ouais, déjà, qu'on est des personnes, qu'on a de la valeur, que c'est pas normal qu'on soit traité comme on l'est. Après, évidemment, il y a des biais aussi avec le féminisme mainstream actuel, parce qu'ils pensent pas à nous en tant qu'handi. C'est très centré sur les 6-7 quand même, un peu trop à mes yeux en tout cas, mais comme la société, quoi. On est d'accord. Mais on s'éloigne un peu quand même. Là, on a parlé déjà du féminisme on a parlé du féminisme dans le premier épisode avec Marina. Vous pouvez aller l'écouter si vous voulez. Et là, on parle de la communauté LGBTQ+. Sinon, je vais m'embrouiller moi. D'ailleurs, je vous recommande le premier épisode, il était vraiment trop bien. Mais voilà, fin de la parenthèse. Ouais, du coup, la deuxième question, t'en as déjà un peu parlé, mais est-ce que ça a été facile pour toi de cumuler, d'accepter de cumuler queerness et handicap? Parce que je sais que pour moi, ça a été hyper compliqué et ça a pris des années. Ouais, pour moi aussi, ça a pris vraiment beaucoup de temps et je pense que j'ai encore beaucoup de taf à faire, hein, en termes de validisme intériorisé et de queerphobie intériorisée. Parce que j'essaie d'être assez un peu doux avec moi et en fait, c'est logique parce qu'on vit dans des sociétés hyper normées. Et du coup, devoir se confronter à 2 types d'oppression en même temps, c'est pas facile, tout simplement. Et puis, je sais pas, c'est partout tout le temps. Mais en fait, moi, une fois que j'ai accepté vraiment mon handicap, par accepter, ouais, si, je crois que c'est le bon mot. Et plutôt que je l'ai fait mien, que j'ai réussi à comprendre qu'en fait, c'était, à mes yeux en tout cas, pour moi, le handicap, c'est une construction sociale. En fait, on vit dans des sociétés qui sont basées vraiment sur des idées de, bah, des idées hyper normées sur ce que c'est que d'être humain, ce que c'est d'être
que d'avoir des comportements dits naturels ou whatever, ce que ça peut vouloir dire. Et du coup, quand on n'est pas dans la norme, parce que ce qui est considéré être dans la norme, c'est effectivement, on prend cher pour ça et on nous fait payer toute notre vie. Du coup, bah, forcément, ça a été long, un chemin long et douloureux que d'accepter qu'effectivement, j'en faisais pas partie. Et il m'a fallu du temps pour être heureux, en fait, de pas en faire partie. Parce que, parce que c'est chiant, en fait, d'être enfermé dans une boîte et que j'ai pas envie d'être enfermée dans une boîte. C'est clair. Et du coup, ouais, tu parlais de justement de cette norme hétéropatriarcale valide, ultra normée, tout simplement. Est-ce que tu penses que ton handicap influence ta queerness, enfin joue un rôle sur ta queerness? Bah, je pense que les deux sont intrinsèquement liés. Bah, déjà, la queerness et l'histoire des queers, c'est quand même une histoire de validisme, dans le sens où on a été psychiatrisé, quoi. Et on l'a encore, enfin, les personnes trans, elles prennent encore bien cher sur ce pendant-là de la psychiatrisation, quoi. Du coup, j'ai du mal, en fait, moi, à délier les deux, en fait. J'arrive pas à comprendre comment on peut pas voir que tout est lié, mais comme le racisme, comme, en fait, toutes les oppressions. Parce que, encore une fois, nos sociétés, leur but, c'est juste de contrôler nos corps. Et du coup, dès que nos corps ils correspondent pas à ce que les systèmes de domination qui sont en place dans nos sociétés, encore une fois, bah, ils sont pas contents et du coup, ils nous punissent pour ça, quoi. Enfin, ils sont pas contents, c'est un peu enfantin dit comme ça, mais tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le validisme, les queerphobies, le racisme, la grossophobie. Bah, c'est juste des façons de nous contrôler et contrôler nos corps, quoi. Et une fois que tu arrives à comprendre ça, bah, je pense que ça allège. Ouais, non et puis, c'est vrai que surtout quand on est, comme nous 2 par exemple, quand on est né avec des handicaps, visibles et qu'on a des corps qui sont visiblement différents, Mmh. en fait, de fait, on est directement, éjectés de la norme, hétéropatriarcale et donc Oui. on est en fait, juste 2 fois plus queer que tous les queers, valides de la terre. D'ailleurs, pour les personnes, qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que ça veut dire queer, à la base, c'est une insulte, homophobe, qui en anglais veut dire, bizarre, tordu, en opposition à straight qui veut dire, droit et aussi hétéro. Mais du coup, on est littéralement ouais, queer par essence, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est littéralement pas droit, en fait. On on est littéralement, bancal. Oui. Oui, cette idée-là de binarité entre queer et straight et binarité tout court d'ailleurs, mais c'est un autre débat. Ça a pas de sens parce que, bah, l'être humain, il est pas standard, quoi. Donc il est pas droit par essence, quoi. Enfin, genre, il est pas fait pour, on est tous, plus ou moins un peu tordus et ou plus ou moins droits. Enfin, ça dépend comment on voit les choses, mais à mes yeux, c'est vraiment un contresens que de penser comme ça, que le corps humain est normé et que c'est un standard et que et qu'une façon d'être et de penser et ouais, de vivre, dedans. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Mais du coup, enfin, les personnes handies sont encore moins dans cette norme-là et du coup, oui, on est queer par essence, en fait. Même les personnes handies qui sont, cis et hétéros, elles sont quand même queer, en fait, dans la définition du mot. Donc juste juste incluez-nous dans la communauté LGBTQ+, s'il vous plaît, parce qu'on a notre place. Mais d'ailleurs, là, je m'emballe un peu. Je m'emballe un peu sur la troisième question. Troisième ou quatrième, je ne sais même plus. Mais du coup, la prochaine question. Est-ce que, en tant que personne handicapée, tu te sens incluse et représentée dans la communauté LGBTQ+. Non, évidemment. Après, dans la société, n'importe quelle communauté, je me sens pas représentée. Mais ouais, bah, dans celle qui est la mienne, non, pas du tout, quoi. Non, non, bah, il y a pas d'endroit où on est célébré. Ouais, que ce soit dans cette communauté ou dans une autre, on est quand même vachement rejeté. Il y a une phrase de Mary Lisa Johnson qui est assez parlante
et elle dit qu'il y a une répugnance de la théorie queer à s'adresser aux personnes handies et je crois que c'est assez vrai. Il y a un côté, je pense qu'on ouais, il y a un peu un truc d'attraction-répulsion et je pense que c'est aussi lié à notre histoire où, encore une fois, notre histoire en tant que queer où effectivement, bah, on a subi vachement de psychiatrisation et de validisme du coup et je pense que tous les valides, ont enfin beaucoup de valides, pas tous, beaucoup de valides, je pense surtout aux gays blancs, cis quoi, ont réussi à s'en sortir de là-dedans, mais je pense que du coup, bah, c'est un peu sauf qui peut quoi. Ils sont sortis de là et du coup, bah, ils laissent un peu, une partie de la commu, derrière quoi. Ouais, ils ont pas envie d'y être confrontés à nouveau, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme ils ont réussi à se sortir de ce truc-là, bah, ouais, c'est un peu triste. Je sais pas si c'est conscient ou pas, hein, mais je pense qu'il y a de ça. Parce que tu vois, il y a quand même vachement, ne serait-ce que de sérophobie dans le milieu. Ce qui est quand même, pareil, contresens, enfin, genre, c'est hyper mindfuck. Mais du coup, enfin, à mes yeux, la sérophobie, c'est une forme de validisme. Oui, bah oui, c'est clair. On est vraiment, ouais, c'est rejeter les handis et les malades chroniques, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant. J'avais pas pensé à ça comme ça, mais ouais, c'est intéressant. Oui, du coup, est-ce que la communauté LGBTQ+ a un problème de validisme? Oui. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, je me dis qu'il y a peut-être un bah, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le comprendre et d'entendre. Bon, il y a évidemment que, bah, comme on baigne dans cette oppression, bah, forcément, on reproduit ce dans quoi on a grandi. Mais il y a aussi, je pense, un truc que peut-être, je sais pas, des formes de trauma pas gérées encore, quoi. Ouais, c'est peut-être une piste, ouais. Et du coup, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la communauté LGBT, comme une entité, enfin, est-ce que du coup, tu as des anecdotes, plus concrètes d'expériences en lien avec la communauté LGBT, qui pourraient, illustrer un peu tout ça? Bah, là, ouais, c'est un peu dur de dire des trucs en ce moment positifs sur la commune parce qu'elle a été hyper dure avec nous, avec le Covid. Oh, mais on n'est pas là pour être positif sur la commu, t'inquiète. Bah, parce que clairement, on a vraiment, bah, ouais, encore une fois, on a été un peu, bah, délaissés, quoi. Enfin, au mieux délaissés. Enfin, on nous a un peu laissé, enfin, jetés sous le bus et puis voilà, sauf qui peut, quoi. Moi, ce qui m'a vraiment perturbée, c'est que, bah, déjà, évidemment, d'un point de vue personnel, ça m'a attristé de voir bah, que vraiment, ils en avaient rien à foutre de notre gueule, quoi. Évidemment, un peu blessant, d'un point de vue égotique, mais c'est aussi que j'ai pas compris parce que j'avais l'impression que ce que faisait la commu, c'était au final assez, semblable à ce que fait, bah, les politiques gouvernementales. Je pense qu'il y a eu vraiment une grosse absence de solidarité et de care collectif depuis la crise du Covid et bah, en fait, c'est juste, la crise de Covid, elle a réveillé ce qui était déjà là, en fait. C'est juste qu'elle a mis un miroir grossissant dessus parce que, bah, c'était une crise et du coup, oui, il y a pas de care collectif, et heu et un abandon, ouais. On nous a pas écoutés, on nous a mis de côté et puis, ouais, tous ces trucs de fêtes, clandestines qui ont été faites, tous ces trucs-là sans qu'ils se posent des questions et après ils chouinent quand des personnes, leur tapent sur les doigts en leur disant que c'est hyper validiste. Bah ouais, mais Ouais, c'est clair. Non, je me rappelle d'un post, que tu avais écrit sur Instagram, après la Pride, de Paris qui avait eu lieu l'année dernière, là, en juillet, je crois. oui, ouais. Et après ça a été vraiment, oh! Ah et bah, depuis j'ai plus fait de manif et je suis pas sûre d'en refaire encore, hein. Bah, ouais. Ouais, où personne n'avait de masque, où enfin, il y avait zéro truc qui était pensé pour les personnes handies et tout. Bah ouais, bah, c'est pareil, c'est comme les cours valides, ils pensent que tout le monde est valide, en fait. Ouais. Tout simplement. Tu sais, ils pensent pas à la santé. On parle un peu plus de santé mentale et encore dans un certain cadre. Pas être trop malade mental non plus, quoi. Enfin, malade mental entre guillemets, hein, j'aime pas ce terme, mais tu vois, faut pas trop, mais un peu quand même. Et physique, bah non, ça n'existe pas, quoi. Donc, tu sais vraiment ce type de comportement hyper bah, égoïste et validiste.
et eugénistes, en fait. Bah, ça reproduit vraiment, bah, ce que fait l'État, hein. Je C'est-à-dire nous laisser crever dans notre coin et advienne que pourra, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu l'opposé de ce qui est censé être la communauté LGBTQI+, quoi. On est censé être, du love et du care et blablabla. Ouais, bah, ça, c'est les paillettes, c'est pas pour nous, en fait, c'est pas pour les Indiens. Mmh. C'est clair, c'est clair. Bah, moi, je me rappelle, en fait, quand j'ai lu ton post, moi, j'étais pas en France, j'habitais en Autriche à l'époque et en fait, je venais de vivre, la meilleure Pride de ma vie, genre une semaine avant. C'était génial, ouais, parce que c'était pas Paris évidemment, c'était une petite ville, autrichienne, donc enfin, il y avait beaucoup moins de foule et tout et surtout, en fait, à cause ou plutôt grâce au covid, ils avaient fait, un mode de distanciation où tout le monde était, à vélo ou à roue ou à skate ou à fauteuil et du coup, c'était vraiment cool parce que ça faisait beaucoup plus d'espace et tout le monde était à peu près à la même hauteur et tu vois, j'avais pas besoin de lever la tête pour voir les gens et je me sentais pas oppressée ou quoi que ce soit et c'était vraiment trop bien et on a fait 2 fois le tour de la ville. On avait toute la rue que pour nous. C'était, les flics étaient hyper safe, il y avait pas de débordement, c'était trop bien et vraiment, j'étais hyper heureuse. C'était la première fois que je me sentais vraiment incluse dans un événement, LGBT, quoi. Et en fait, après, j'ai lu ton post et je me suis rendu compte que il a fallu que j'aille vivre en Autriche pour me sentir inclus dans ma communauté, quoi. Enfin, il y a quand même, il y a quand même un truc, il y a quand même du boulot, quoi. Beaucoup, beaucoup de boulot. Oui, il y a du boulot, clairement, ouais. Non, mais du coup, j'espère que, parce que comme tu dis, ça fait remonter tout le validisme et tout, cette pandémie. Mais j'espère que des personnes vont prendre conscience de ça et vont essayer d'améliorer un peu les choses parce que Oui, bah, moi aussi, j'espère. Parce que, enfin, l'idée, c'est clairement pas de cracher sur les gens et ses comportements, même si évidemment ils sont condamnables, on va dire. Mais c'est plutôt, bah, faut réfléchir à tout ça, quoi. Parce qu'on peut faire mieux en tant que communauté. Et je pense que ça aurait pu être fait facilement en plus, quoi. Je crois que, en vrai, la violence qu'on a subie, elle a été rendue possible parce qu'elle a été reproduite. Mais on n'est pas obligé de reproduire. On aurait pu mieux faire, on aurait pu penser les choses différemment. Et on devrait, enfin, j'espère qu'on y arrivera. Après, je pense qu'on est beaucoup à être, en tout cas, je pense pour les Andis, bah, au bout du rouleau, quoi. On va pas se mentir. Mais on va finir par se relever et je pense qu'on arrivera à créer des trucs. Bah, clairement, j'ai été déçue par la communauté, mais je pense que c'est pas grave dans le sens où c'est pas parce que il y a eu des merdes que ça va rester comme ça, au contraire. Moi, quand je râle, en fait, c'est un peu des appels, un peu des élans d'amour, quoi. Parce que, en fait, j'attends rien de la société cis hétéro qu'on connaît. Mais par contre, j'attends de la commu parce que je l'aime. Et moi, quand je me permets de râler, bah, en fait, ouais, c'est un élan d'amour. C'est comme un calling, tu vois. C'est genre, bah ouais, il y a eu des choses qui ont été mal faites et qui ont été blessantes et qui nous ont mis en danger. Il faut que vous en rendiez compte et qu'on fasse mieux, en fait. Qu'on soit vraiment une communauté, c'est-à-dire qu'on prenne soin les uns des autres. Et c'est possible. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être rageux toute ma vie. Ça me fait du bien d'être en colère et de la nommer et de la dire quand j'en ai besoin, mais j'ai pas envie de rester dans la colère. Faut que ça devienne quelque chose de constructif, sinon ça sert à rien. c'est clair. C'est exactement pour ça que j'ai fait ce podcast d'ailleurs. Mais ouais, 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 je suis totalement d'accord avec enfin, surtout que en fait, ça fait d'autant plus mal qu'on fait partie de cette communauté et qu'on a envie d'être accepté et d'être, aimé par cette communauté et qu'on se sent, 2 fois plus rejeté alors que, encore une fois, c'est une communauté, à laquelle on appartient donc c Bah ouais, on devrait pas avoir à bosser 2 fois plus pour avoir un sentiment d'appartenance, quoi. On devrait pas avoir à nier nos handicaps pour pouvoir aller dans des lieux pas accessibles. On devrait pas avoir à faire ça. C'est violent, en fait, de subir ça. Et c'est humiliant. Et ça, il faut effectivement que les personnes valides qui organisent des événements, elles s'en rendent compte, quoi. C'est hyper humiliant. Et vous reproduisez exactement ce qu'on vit tous les jours, déjà de base, quoi. On peut mieux faire.
et ça peut être fait de façon, pas si compliquée et pas si coûteuse. Mais pour ça, faut nous écouter, en fait. Il faut nous écouter. Tout à fait. Bah, ouais, c'est un peu la base, quoi. Faut nous écouter, faut arrêter de croire que, c'est pas parce que tu as un pote handi qui arrive à faire, 50 trucs dans la journée que, bah, ton un autre va y arriver. Enfin, tu sais, faut arrêter de désocialiser les gens, en fait. Le handicap, c'est un spectre assez immense et on a tous des besoins et propres à chacun et c'est OK, en fait. Mais il y a quand même des façons assez faciles pour rendre les choses, accessibles à une plus grande majorité de personnes. Non, mais c'est clair. Enfin, moi, je sais que pendant hyper longtemps, j'ai pas voulu aller dans des événements, queer et tout parce que juste j'avais trop peur de me faire rejeter, en fait. 2 fois plus encore. Enfin, en fait, je pense que s'il y a des personnes queer valides qui nous écoutent, il faut vraiment qu'elles comprennent qu'elles perdent des adelphes, en fait. En rendant leurs événements pas accessibles et tout, ben, juste elles perdent des adelphes. Ouais et puis elles rejettent des adeptes aussi. Ouais, voilà. C'est quand même, une action concrète qui se passe dans le fait de rendre pas accessibles des lieux. C'est qu'en fait, ils nous ont rejetés, hein. Non, faut vraiment que les gens arrivent à comprendre que le handicap, c'est pas une question de faiblesse ou de fragilité, mais c'est juste une injustice sociale, quoi. Parce que oui, j'ai des capacités qui sont peut-être différentes que toi, Jean-Michel Valide, mais c'est pas une raison pour laquelle ça te donne le droit de me fermer des portes, littéralement, quoi. Enfin, c'est pas parce que je peux pas marcher que c'est ok que je puisse pas prendre le métro, en fait. C'est pas normal. Mmh, c'est clair. Quel message tu aimerais faire passer aux personnes valides de la communauté LGBTQ+, militantes ou pas, qui nous écoutent? Amplifiez nos voix, éduquez vos proches, reprenez-les quand ils disent de la merde sur le handicap et les maladies chroniques. Boycottez les événements non accessibles. Voilà. Enfin, soyez des vrais alliés, en fait. Enfin, vraiment, bah, évidemment, la base, c'est quand même commencer à vous déconstruire. Mais si vous avez fait déjà un peu de trucs là-dessus, ouais. Et d'ailleurs, pas que pour les valides, hein, parce que on a tous vachement de validisme intériorisé, hein. Moi, j'en connais, hein, des personnes handiqueer qui ont encore du taf là-dedans à faire, et c'est pas pour les shamer, évidemment, au contraire, moi, ça me fait de la peine. Mais ouais, c'est un vrai taf, et ça ferait du bien à tout le monde, en fait, handi comme non handi, de se déconstruire là-dessus. Parce que toute cette pression qui est sur nos corps et sur notre performativité, bah, c'est dur à porter, quoi. Et c'est juste le capitalisme, hein. Donc soyez un petit capitaliste jusqu'au bout. Voilà. C'est clair, c'est clair. Et surtout, moi, j'aimerais juste rajouter un truc, n'attendez pas d'avoir des amis handicapés pour vous déconstruire. Mais oui, N'attendez pas d'avoir des handicapés autour de vous pour vous déconstruire et faites vos recherches par vous-même. Genre, ouais, on n'est pas des XP gratuits, quoi. c'est clair, c'est clair. Je pense que c'était un très bon, avant-dernier, message. Du coup, là, on arrive à la dernière question qui est la question, recommandations culturelles. Tu m'as dit en off que tu en avais pas et en fait, je t'en ai cité quelques-uns et finalement tu en as. Mais C'est juste que je suis un petit peu trop, j'allais dire dépressive. C'est vrai aussi, mais dissociatif en ce moment. Du coup, j'ai un peu du mal à me connecter avec mes idées. Mais oui, donc bref, tout ça pour dire, Passion Crip Camp. Si vous l'avez pas vu, bah voyez-le et revoyez-le encore. Et puis encore une fois. Ce film, c'est un documentaire donc qui parle de la lutte pour les droits civiques des personnes handicapées aux États-Unis dans les années 60, ouais, 70. 70. Et il est génial, il m'a fait chialer la première fois que je l'ai vu et puis la deuxième aussi. Et c'est un peu mon film, enfin, genre un petit film feel good et qui me donne de l'espoir et qui me fait du bien, quoi. Ouais, enfin, il est génial, faut vraiment le voir. C'est clair. Il est trop bien, il fait vraiment, vraiment trop du bien et en même temps, je trouve qu'il est hyper, enfin, il y a un côté qui est très dur quand même, enfin, Oui, mais en même temps hyper positif et comme tu dis, qui est hyper inspirant et qui est vraiment trop bien. Enfin, moi, je l'ai vu et clairement, je crois que j'ai pleuré pendant 1 heure après. ah ouais, non, mais j'ai tellement chialé, moi, la première fois.
J'ai dû mettre sur pause tellement je pleurais. Enfin, c'était waouh. Mais tu vois, c'est ça, c'est tellement on a tellement pas de représentation et c'est des trucs qu'on nous apprend pas et c'est du coup, c'est génial qu'il soit sur Netflix accessible à peu près à un grand nombre de personnes, c'est trop bien. Parce que, bah, ouais, nos histoires, elles sont invisibilisées, quoi. Ça existe et ça existe aussi en France, hein, des personnes handies qui militent comme ça. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser à Handy Social en ce moment. Bah, c'est exactement la même chose qui se passe, sauf que bon, bah là. Ouais. Gros soutien à Andy Social d'ailleurs, je le redis parce que D'ailleurs, ils ont une cagnotte, si vous voulez les soutenir, donnez leur des sous pour payer les frais d'avocat et tout. Et des amendes qu'ils doivent payer pour avoir essayé d'accéder à des droits fondamentaux. Mais oui, c'est clairement, Crépcom, ouais, c'est la vie, vraiment. et d'ailleurs dans ce film, on voit très bien l'importance des alliés parce que notamment les personnes handies qui manifestent et tout pour leurs droits, elles se font notamment aider par, les Black Panthers. Et des Gwyn aussi. Il y a un groupe de Gwyn aussi, pendant, tu sais, quand ils font Oui, leur squat de je sais plus quel. Bah, il y a ouais, les Black Panthers et un groupe de Gwyn qui viennent leur apporter à bouffer, ou enfin, en tout cas, qui les soutiennent. Et oui, c'est un bel exemple de convergence de lutte, quoi. Parce qu'effectivement, tu pourras pas libérer. La libération, elle doit inclure tout le monde, sinon c'est pas une libération, quoi. Parce que bah, tu peux être handi et racisé, et tu peux être handi et LGBT, et du coup, bah, si tu libères que les LGBT, mais pas les racisés ni les handis, bah, tu libères personne, en fait. Tu veux juste accroire à tes privilèges, donc ça sert à rien. voilà, j'ai envie de dire, preach et de lâcher le micro et voilà. Mais non, j'ai encore quelques recommandations à faire. D'ailleurs, je sais pas si tu veux parler de la deuxième, mais je vais la présenter et après si tu veux, tu en parles. Donc c'est un film, non, c'est un c'est un livre que j'ai entre mes mains actuellement et qui est absolument génial. C'est un petit livre qui s'appelle Les Chants du placard, qui a été écrit par, Luz Volkmann, j'espère que je dis bien son nom, qui est une, autrice, trans et comment dire? Ce livre, il est petit, mais il est hyper fort et il est hyper bien écrit et très poétique et comme son nom l'indique, il parle de placards et de différents placards, que ce soit, quitter la campagne ou quitter, l'hôpital ou, quitter ces choses qui nous enferment et il est trop bien et il y a notamment, la 3e, ouais, je crois que c'est le troisième et dernier passage du livre où elle parle d'une énorme, opération du dos qu'elle a subie et qui, moi, m'a beaucoup parlé et qui parle de ce sentiment d'être, heu, totalement dépossédée de son corps et tout ça et c'est vraiment hyper beau et hyper, ouais, il est trop bien. Lisez-le, voilà. Est-ce que tu as des choses à dire en plus? Non, bah, gros coup de cœur pour ce bouquin, effectivement, ouais. Il est vraiment génial. Il m'a beaucoup ému et je me suis beaucoup reconnue dedans. Surtout bah, pour la partie où ça parle d'arthrodèse, donc opération du dos, parce que bah, j'en ai une aussi. Et puis tout ce qui est lié au médical, j'ai eu un long passif médical et du coup bah, forcément ça me parle assez. Mais même ouais, ce rapport à la... Enfin, les trois, je sais pas si on peut dire que c'est des nouvelles, je sais pas, effectivement il y a trois parties différentes dans le livre. Mais les trois sont géniales et c'est... Ouais, bah, enfin, t'as tout dit déjà, c'est hyper bien écrit. C'est une personne qui est hyper fine et du coup, faut l'acheter ce bouquin, vraiment. Il est vraiment bien. En plus, il est très beau, la couverture est super belle, enfin tout est parfait, quoi. Ce qui est important, je trouve. Moi, j'aime pas acheter des bouquins dont j'aime pas la couverture. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, non, la couverture est très belle et je trouve que tout, transpire la queerness, d sur cette couverture, que ce soit la couverture, le titre, enfin, moi je l'ai vu et ça m'a tapé dans l'œil direct et je suis: «Ouh là, il faut que je l'achète», enfin et puis oui, je trouve qu'on en a pas beaucoup parlé et c'est dommage donc c'est pour ça que j'en parle, aujourd'hui. Parce que même si, j'ai adoré aussi le bouquin de Elisa Rojas, par exemple, mais il y a quand même eu beaucoup plus de couverture médiatique que celui-là. Donc voilà,
faut aussi parler des autrices et des auteurs un peu plus indépendants. Dernière chose, je voulais parler. C'est pas vraiment une recommandation parce que j'ai pas vraiment de livres à recommander ou de films, parce que le seul film que j'ai vu sur cette personne n'était franchement pas terrible. Je voulais parler de Frida Kahlo et de rappeler aux personnes qui nous écoutent, si jamais elles l'avaient peut-être oublié, que Frida Kahlo était handicapée, que Frida Kahlo était queer et qu'elle était bisexuelle et qu'elle était surtout handicapée et que ça fait juste partie intégrante de son œuvre et qu'elle a eu des douleurs chroniques toute sa vie, qu'elle a eu des opérations à répétition, que voilà, qu'elle peignait des tableaux depuis son lit parce qu'elle était alitée et que ça fait partie intégrante de la chose et que Frida Kahlo c'est pas juste un portrait avec des sourcils épais sur des tote bags, que c'est beaucoup plus que ça. Ouais, non, elle était communiste, elle était bah, faut écouter le podcast, de Vénus et Pillée de la chatte à ce sujet. Je crois c'est même en 2 épisodes, je crois, je sais plus à vrai dire. Mais en tout cas, elle a consacré un épisode au moins à Frida Kahlo. On apprend pas mal de choses sur elle et c'est hyper intéressant. Ok. Bon bah du coup, ouais, ça fera une reco de podcast en plus. Et oui, non, Frida Kahlo est géniale. Frida Kahlo est un rôle modèle et une inspiration pour beaucoup de personnes handicapées, je pense. Voilà. D'ailleurs, je crois que ton chat s'appelle Frida, non? Oui. Je pense que c'est pas pour rien. Moi, je me suis dit déjà que mon prochain fauteuil, je l'appellerais Frida. Ah, toi aussi, tu nommes tes fauteuils, trop bien. Oui, moi aussi, je donne des noms à mes fauteuils. Mon fauteuil actuellement s'appelle Freddy, mais le prochain, je l'appellerai Frida. Voilà. Freddy pour Freddie Mercury et Frida pour Frida Kahlo. Ah, c'est beau. Voilà. Sur cette dernière phrase très queer, je crois qu'on peut s'arrêter là. Oui, ok. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'était vraiment très cool de discuter avec toi. Surtout que ça fait un moment que je te suis sur Instagram et tout. Donc c'était chouette de pouvoir enfin discuter. Et ouais, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça avec moi. Je sais que c'est quelque chose de très important, qu'il y a beaucoup de personnes queer et handi qui ont besoin de représentation et j'espère que cet épisode fera parler de lui et qu'il va un peu secouer les puces un petit peu aux valides. Ouais, et puis qui fera du bien surtout aux concernés. Ouais, j'espère. C'est vrai que ça fait du bien d'entendre des voix d'avoir des espaces pour nous, quoi. C'est clair. Bah, c'est pour ça que j'ai fait de ce podcast. Et d'ailleurs, cet épisode sera le dernier épisode de la première saison, mais il y aura une deuxième saison qui va normalement démarrer en septembre. Mais je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais en tout cas, oui, on n'a pas fini encore. On a encore plein de sujets à aborder et plein de valides à déranger et plein d'adelphité et de love et d'amour et voilà. Trop bien. Merci encore Morgane, c'était trop cool. Merci à toi. Et une dernière fois, un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode. En cette fin de saison, je tenais à vous remercier pour votre soutien, que vous suiviez le podcast depuis le début ou seulement depuis quelques semaines. Je suis très fière de la petite communauté qui s'est créée autour de ce podcast et j'espère qu'elle grandira encore avec la saison 2. Je vous donne donc rendez-vous en septembre pour encore plus de témoignages et d'invités à découvrir.